de vous retrouver pour le compte de décryptage. Messieurs et dames, merci pour votre fidélité. L'actualité ce soir, c'est le déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez, les élections générales vont se tenir le 20 décembre 2023 prochain. Et en ce moment, nous sommes en plein campagne électorale. Nous allons traiter de la question en rapport avec l'évolution de ce processus électoral à ces jours. Et pour en parler, je reçois pour vous deux professionnels de la presse. Le premier, c'est monsieur Alain-François Tshiswaka. Monsieur Alain-François Tshiswaka, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Dans cet espace de journaliste également, merci à mon co-débatteur. Le deuxième professionnel de la presse est monsieur Béni Rachidi. Monsieur Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est une fierté immense de nous retrouver encore sur sublime ou magnifique plateau. Et c'est avec eux que nous allons traiter de cette question en rapport avec l'évolution du processus électoral, puisque c'est l'actualité en République démocratique du Congo, l'évolution du processus électoral à ce stade où nous sommes. Vous le savez déjà, la CENI a publié les listes d'électeurs par province. C'est ce qui était demandé par les opposants. Ils avaient besoin que ces listes soient publiées. Ces listes ont été enfin publiées. Mais maintenant, avant que je ne puisse entrer dans les questions principales ou les questions critiques qui font objet de décryptage ce soir, je vais d'abord demander à nos invités comment ils trouvent l'évolution du processus électoral à ce stade où nous sommes. Je commence avec vous, monsieur Alain-François Tshiswaka. Nous sommes en pleine campagne électorale. Le processus électoral évolue. La CENI reste déterminée et dit que les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Comment vous trouvez l'évolution du processus électoral? En fait, lorsque je suis en train de regarder les processus électoraux congolais, je trouve qu'ils restent les mêmes. C'est juste les acteurs qui ont changé peut-être de rôle. Parce que l'Église catholique est restée toujours comme d'habitude. Lorsque nous avons des élections, il a toujours été un peu critique envers le processus. Je ne me rappelle pas d'un processus électoral en République démocratique du Congo où l'Église catholique n'a jamais été critique. Ça a été toujours ainsi. Et cette fois-ci, quand je parle d'inversion de rôle, vous remarquerez que ceux qui étaient dans l'opposition jadis, aujourd'hui, se retrouvent du côté du pouvoir, l'union sacrée de la nation. Et ceux qui étaient du côté de la majorité présidentielle, d'autres se retrouvent dans l'opposition. Les démarches pour la candidature commune. Exactement. On revient presque dans tout ce qu'on a déjà vécu, mais juste les acteurs ont inversé les rôles. Presque la même chose. Toujours genre processus électoral K1, K1, mais finalement qui finit par les élections à notre manière des Congolais. Et tel que ça se déroule pour ce processus de 2023, est-ce que ça promet, est-ce que nous pouvons espérer que réellement il y aura élection le 20 décembre 2023 d'après vos analyses? En écoutant la CENI est des marbres. Elle nous dit qu'on le veuille ou pas, le 20 décembre il y aura élection. Mais lorsque nous sommes en train de lire aussi certaines choses, certains signes du temps, parfois on se réserve de dire formellement qu'il y aura élection le 20 décembre. Tantôt on est rassuré, tantôt on s'est dit d'être prudent parce qu'on voit certaines choses. J'étais en train de lire quelque part, je dis il faut que je vérifie de fond cette information à peine. On nous disait que certains matériels sensibles de la CENI sont encore en Chine, en production, mais dans l'entretemps on voit qu'il y a un entrepôt qui brûle de l'autre côté, et dans l'entretemps il y a du matériel qui est arrivé à Lubumbashi. Bon, vous voyez, vous sentez que les dispositions sont prises pour que ça se passe, mais il y a aussi d'autres signes qui font à ce qu'on a un peu de l'hésitation. Aujourd'hui, en ce qui concerne les élections chez nous, nous nous comportons un peu en Thomas en disant, lorsque nous verrons, nous allons dire oui, ça s'est passé. Monsieur Béni Rachidi, comment vous trouvez l'évolution du processus électoral à ce stade où nous sommes? En tout cas, c'est un encouragement, mais aussi des félicitations à la Commission électorale nationale indépendante qui est restée droit dans ses bottes en termes dans cette optique ou en portant cette casquette d'une institution qui doit rester optimiste. Et on sent dans les acteurs de la CENI
cette assurance ou cette détermination dans le souci d'organiser les élections. On n'a pas cru qu'il y aurait peut-être un enrôlement. C'est fait, nous nous sommes enrôlés et chacun de nous a une carte, même si les pratiques derrière cet enrôlement n'ont pas plu à plus d'une personne, mais au moins chacun détient une carte d'électeur, s'il faut le dire ainsi. Après la carte d'électeur, nous avons évolué, il y a eu ce qu'il y a eu. On n'a pas cru encore qu'il y aurait ou qu'il y aura ou qu'il y aurait campagne électorale. C'est depuis le 19 novembre que la ville est arborée, toutes les places publiques placardées. Quelqu'un le disait d'ailleurs dans une conférence débat. C'est la consul générale de la République sud-africaine en RDC. Elle animait un débat à l'université de Lubumbashi il y a 2 jours où elle disait la ville de Lubumbashi est devenue presque un album photo. Donc c'est vraiment voilà. Donc le concept m'a tellement intéressé. C'est une diplomate, mais qui lit peut-être la situation avec une autre casquette. Bon, c'est un aspect positif. On sait lire quand même, les élections auront lieu. Alors, le 20 décembre, le président de la CENI, Denis Kadima, l'a encore confirmé qu'il pleuve ou qu'il neige, les élections auront bel et bien lieu. Il a confirmé en disant c'est lui qui sera élu, c'est celui que nous allons proclamer. Donc, il y a plus de peur que de mal, mais au niveau de la société civile que nous sommes, au niveau de la société, c'est c'est garder cette vigilance. Est-ce que les élections auront lieu le 20 décembre? C'est dans le secret de la Commission électorale nationale indépendante qui maîtrise. Par vos analyses, vous pouvez trouver que, au regard des faits qui se sont présentés, des faits qui se sont déroulés, soit il y aura élection ou pas. Donc oui, j'ai félicité la CENI avec l'enrôlement, j'ai félicité la CENI avec la campagne électorale. Donc il nous reste, je crois, aujourd'hui c'est le premier, donc il y a encore 19 jours de cette campagne. Donc on attend impatiemment. Nous sommes dans un pays où tout peut arriver. Ah oui. Il faut faire très attention avec la RDC. C'est un pays... il faut bien relire les aspects exotériques, mais aussi le passé historico-sociologique. Pourquoi pas anthropologique de ce pays? Parce que l'on assiste à longueur de journée, à longueur de mois, à longueur de semaines, des événements. Je suis resté dans ma tête avec une image qui me colle à l'esprit de voir un pays, l'unique au monde et le premier au monde à avoir un président et 4 vice-présidents. Donc nous sommes un pays atypique, phénoménal et des surprises extra ou ultra formidables. Et nous prions aussi et nous voulons que ces élections aient lieu. Nous sommes journalistes, nous lisons chaque jour. Mon ami François venait de lire tout à l'heure qu'il y avait encore certains matériels qui traînaient encore du côté Corée du Sud. Il reste à vérifier l'information. Nous les lisons aussi. Hier, nous avons vu sur l'aéroport, il y avait des matériels qui descendaient. On n'a pas encore vérifié si nos amis déjà des Moba ou nos amis de Kikwit ou nos amis de Munkamba ont déjà obtenu ou reçu leur lot de matériel, parce que les élections, c'est dans 19 jours. Alors, nous sommes dans l'attente, nous sommes dans l'observation, avec l'espoir que des bonnes réponses seront données à la société. Michel Alain François, la campagne électorale a débuté depuis le 19 novembre dernier. Comment vous trouvez le déroulement de cette campagne, surtout en ce qui concerne les candidats présidents de la République? Très bonne question. Lorsque je suis en train de regarder comment se déroule cette campagne, moi je me dis c'est une campagne qui a assez de leviers de vitesse différents. On sent qu'il y a une campagne des nantis, il y a une campagne de moyennement nantis et de moins nantis. C'est-à-dire, les nantis, ce sont ceux qui ont assez de moyens
dont lorsque vous regardez les présidents en exercice Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, vous sentez qu'il y a des moyens pour ça et ils ont la facilité de passer même par le Congo profond. Et ils arrivent à y aller tout simplement parce que ils ont des moyens à leur manière. Chacun sait comment il finance sa campagne, bien que ici chez nous en RDC, le financement des campagnes n'est pas vraiment bien contrôlé. Ailleurs, le financement des campagnes est contrôlé aujourd'hui. Vous savez, Sarkozy, il en a fait les frais parce que son financement était illicite lors de sa campagne où il a été battu par Emmanuel Macron. Donc, les nantis, je les classe là-haut, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, vous sentez réellement que ils y vont. Le moyennement nanti, c'est genre Mouzito, Fayoulou, vous pouvez vraiment... Mukwege, oui. Mukwege, ça va encore, mais ça bouge pas trop aussi. Mais quand même, vous les sentez passer par-ci, par-là, et vraiment... Et les moins nantis, là, on retrouve maintenant les candidats comme le Joël Bilé, cette dame aussi qui fait un effort peut-être d'apparaître. Anzouli Nimbemba, il y a Marie-Josée Ifoku, le pasteur Ngalassi, et qui aujourd'hui compte sur, il a parlé de beaucoup d'extensions, je crois une centaine d'extensions. Et lorsque nous regardons tout cela, on comprend que dans cette campagne, il y a déjà des têtes d'affiche, des têtes de gondole, qui réellement feront vraiment office de vrais challengers dans cette campagne. Et il y a d'autres réellement qui vont peut-être par conviction et avec la foi, mais en réalité, au vu de ce que nous voyons, c'est peut-être que les noms restent dans les annales de l'histoire, mais les résultats définitifs, ils seront peut-être très mal classés. Et dans le déroulement aussi, ce qu'on regrette un tout petit peu, c'est cette violence qui est en train un peu de se déteindre sur la campagne. Elle est vraiment, vraiment alors citée partout. Et cette violence touche surtout, en général, deux candidats. Quand vous regardez bien, vous allez toujours entendre par-ci, par-là, on va vous dire c'est ensemble contre peut-être UDPS, ainsi de suite. Et c'est ça qui inquiète un peu. La violence, lorsqu'elle commence à prendre cette ampleur, nous craignons aussi le post-électoral. Parce que la violence peut-être ne risque pas de rester durant la campagne, on risque d'avoir aussi la violence post-électorale. Ce sont les germes de cette violence-là que nous sommes en train de voir aujourd'hui, qui risque le lendemain, après les résultats, de devenir encore plus grande, plus qu'une flamme. Et moi, je me dis, cette campagne, oui, on l'a fait, mais ce que je regrette aussi dans cette campagne, c'est que tout le monde a tourné le dos au projet des sociétés. C'est plus des pics, c'est plus l'invective, escalade verbale, l'invective, mais moins le projet des sociétés. Mais et ça, c'est triste. Rachidi, comment vous trouvez le déroulement de la campagne depuis son entame? Alors, je dirais pas comme Alain avec son super magnifique français, des moins nantis, des plus nantis. Je ne m'hasarderai pas sur cette sémantique. Alors, je préfère parler des candidats préparés et non préparés. Parce que je suis en train de voir la préparation, mais aussi l'impréparation. L'on est dans de situations de stratégie. Plusieurs candidats, le 26. Quand on voit le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, l'on a su installer ses acteurs. Et ces acteurs, déjà, c'est 4 jours avant la campagne électorale, il y a eu conférence des gouverneurs. Et l'élément marquant de cette conférence des gouverneurs, c'est les 26 gouverneurs qui ont déclaré, une déclaration lue au nom des 26, nous portons garant de faire réélire le président de la République en battant campagne pour lui. Et c'était déjà le début de la campagne. Et c'était déjà le début. Elle a commencé déjà avec le discours
du chef de l'État. À Kasumbalesa notamment. Non pas à Kasumbalesa, c'est devant le Congrès. Donc la dernière phrase où le chef de l'État lance, voyez, entre consolider les acquis ou répartir à zéro. C'est la phrase qui fait mouche et qui déjà démontrait le lancement d'une campagne, même si ce n'était pas encore le temps. Et le chef de l'État avec tous ces territoriaux. Vous voyez, quand est-ce qu'on a nommé tous ces territoriaux, tous ces acteurs qui sont au niveau municipal, au niveau provincial, et ce sont des gens qui sont là pour la cause du chef de l'État. L'autre, Moïse Katumbi, mais qui n'est pas venu dans les néants. Moïse Katumbi, quand vous lisez déjà sa politique à la tête du Katanga, il y avait déjà ses velléités. Et le camp Joseph Kabila a vu cet aspect des choses. Voilà pourquoi est-ce qu'on a collé sur son dos cette histoire de mercenaires, on a collé sur son dos cette histoire de nationalité. Et lui, revenant déjà, il a parlé de 3 pénaltys. C'était déjà dans cette optique. Déjà en 2018, il serait déjà candidat. Donc l'homme a pris tout le temps pour se préparer. Voilà pourquoi est-ce que pendant que Joseph Kabila était là, lorsque Tshisekedi était là, il faisait des actions, il construisait des hôpitaux. Donc c'était dans une stratégie d'une action à venir. Mais voyez le 24, c'est Anzoulouni, c'est Franck Diongo. Avez-vous une idée que Franck Diongo s'est préparé pour devenir président? Non, Franck Diongo est dans une stratégie. Voilà ce que vous avez lu. Croyez-vous que le pasteur Ngalassi, pas le pasteur Ngalassi, le pasteur Théodore Ngoy s'est préparé aussi pour battre campagne? Et espérez-vous peut-être qu'il va se retrouver aussi à Aru? Non, pour la simple raison, ce n'était pas vraiment préparé, mais l'on profite sur une circonstance. Alors s'il faut lire et répondre directement à votre question, la campagne est parsemée des invectives et c'est vraiment dangereux. On sent parmi les 2 candidats qui sortent de l'eau. Donc je suis en train de réfléchir. Bon, ces derniers temps, on remarque quand même, il y a la sortie aussi de Martin Fayoulou et docteur Denis Mukwege. Et Denis Sesanga aussi. Et Denis Sesanga, mais il est allé où? Il a battu aussi campagne, il est allé aussi dans certaines... Par rapport aux 4, Denis Sesanga, c'est presque 0. Mais les 2 là ont marqué de points, les 2 là ont été presque partout, et tout le monde aujourd'hui a la possibilité de vous donner le numéro de ces 2 là. Tout simplement parce que ils ont su imposer leur style, leur stratégie, leur déclaration, leurs paroles. Sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, nous médias traditionnels, sommes abandonnés. Ouais. Ce sont les réseaux sociaux qui font la une. Toutes les vidéos, tous les affiches, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la montée en flèche, peut-être d'un candidat ou d'un autre, il y a des attaques. Vous voyez aujourd'hui ce qu'on dit, par exemple, le candidat de l'étranger. Ouais. Ce sont des mots qui sortent du lot, mais qui font réfléchir. Pourquoi ça? Et aujourd'hui, on veut coller l'autre candidat de l'étranger, l'autre encore devient candidat de l'étranger. Donc la campagne qui s'accompagne toujours avec ses particularités nous fait croire aujourd'hui à la tête de ce pays, à moins que le pays change, c'est soit l'image de Félix Tshisekedi ou soit l'image de Moïse Katumbi. Ouais. Et la manière dont évoluent les choses, c'est soit l'un qui sera président ou l'autre qui sera président. Et j'ai du mal à croire avec dans 19 jours que Marie Ifoko impose son style et qu'il soit voté présidente de la RDC. Vous veniez de dire tantôt que en République démocratique du Congo, il y a des surprises, non? C'est un pays des surprises. Des surprises, mais je ne sais pas comment est-ce qu'elle va surprendre lorsqu'elle n'est pas connue à Kasumbalesa. Oui. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on sait, par exemple, Moïse Katumbi est là? Parce que Moïse Katumbi a été à Kindu, Moïse Katumbi a été à Kamina. Pourquoi on parle de Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi a été à Kisangani,
Félix Tshisekedi a été par exemple en Bandaka. Donc ils ont su mobiliser, et les réseaux sociaux qui nous imposent ces deux numéros, on a du mal peut-être à savoir qui est-ce qu'on va voter du côté législatif, élection législative, provinciale ou nationale, mais au moins on sait que les numéros du côté présidentiel s'imposent, et ces gens-là, le 2 qui ont fait campagne, ont réussi à faire gober les gens, ces invectives qui deviennent carrément notre marque de fabrique. Et qu'est-ce qui fait que, M. Béni, nous constations cette sorte d'escalade verbale escalade verbale, bon, c'est quand vous lisez aujourd'hui Tshisekedi et le candidat président Félix Tshisekedi et le candidat président Moïse Katumbi. Est-ce que le candidat Félix Tshisekedi ne savait pas peut-être que le candidat Moïse Katumbi aurait cette longueur en termes de légitimité au niveau de la population? Peut-être il ne croyait pas que Moïse Katumbi pourrait haranguer des foules dans des coins, par exemple, comme l'Odja, comme on a vu aujourd'hui. Il ne pouvait pas haranguer des foules comme il a fait, par exemple, dans le Kindu. Ça sort un peu de l'ordinaire, mais l'on voit un danger. Parce que lorsqu'on dit on va organiser les élections et qu'on sait que les candidats, l'opposition va en mode dispersé. Et c'est quelques jours après, c'est Matata Pogno qui se rallie. Quelques heures, c'est Franck Diongo. Quelques heures encore, c'est Seth Kikouni. Là, on annonce encore, entre parenthèses, Denis Mukwege, même si ce n'est pas encore confirmé. On ne sait pas encore qui va encore se rallier. Alors, ça change un peu des narrations, des narratifs. Ça change un peu des réflexions, mais du côté pouvoir. Parce que l'on voit un danger de perdre ses pouvoirs. Voilà pourquoi est-ce que le concept, quand le chef de l'État a parlé, le candidat des étrangers. Mais la machine électorale du chef de l'État, c'est-à-dire son corps, son équipe, ne parle pas du candidat des étrangers. Ici, on considère directement le candidat Katumbi comme un étranger. Et voilà pourquoi est-ce que tous ces influenceurs de Kinshasa, tous ces influenceurs qui sont à l'extérieur du pays, on a braqué des messages, des affiches, des discours, des regards ou des lectures sur le candidat étranger. À un certain moment, on oublie que la Cour constitutionnelle a proclamé un candidat, et lorsqu'on dit qu'un candidat validé par la Cour constitutionnelle qu'on peut appeler candidat étranger, l'on a jeté directement un discrédit sur une Cour qui est une institution à part entière au niveau du pays. Votre réaction, monsieur Alafra? Moi, personnellement, je me dis, aujourd'hui, le plus grand problème que nous avons, c'est que la crème congolaise, la crème, qu'est-ce que je dirais, la crème intellectuelle, la crème des autorités, la crème des dirigeants de haut rang a un sérieux problème, et nous-mêmes, la population, nous avons aussi un sérieux problème. Nous avons été alités à une mamelle du genre où ce qui est sérieux ne prend pas de la place dans nos têtes. Ce qui est plus inutile et parfois bizarre, c'est ça qui rentre directement dans nos têtes. Moi, je me dis, prenez, quel est ce Congolais-là qui s'intéresse plus à ce qui est plus scientifique? Nous, on est plus dans ce qui est danse, chant, tout ça, ça passe facilement. Et vous allez comprendre que lors de cette campagne électorale, on ne sent pas un discours plus scientifique chez tous les politiciens. La présentation du plan d'action. Il n'y a rien de scientifique. Ce n'est pas privilégié d'après. Voilà, c'est pas privilégié et ce n'est pas par hasard. C'est fait sciemment. Ils savent, c'est bien ciblé. Ils savent qu'est-ce qui passe facilement lorsqu'on voudrait mettre quelque chose dans la tête d'un Congolais. Et si vous élevez le niveau du discours, vous n'êtes pas compris. Vous n'allez pas être suivi. Tout à fait. Regardez, on vous dira par exemple, je prends tous les camps. On va vous dire tous les candidats sont entourés des cerveaux, des grands cerveaux, des grands penseurs. On va vous le dire, que ce soit chez Délice Sanga, que ce soit chez Martin Fayoulou, Tshisekedi, Katumbi, on va vous dire, il n'y a que des têtes qui les entourent. Mais lorsque ces candidats-là se mettent à parler, vous vous dites, ils ont quoi autour d'eux? Est-ce des gens qui ont de la bouillie dans leur tête ou ils ont des cerveaux, ou ce sont des matières grises réelles? Parce que s'il y avait des matières grises autour de ces candidats, on n'aurait pas entendu tout ce qu'on a entendu jusque-là dans la campagne.
On parle de candidats des étrangers. Fallait-il avoir cette phrase-là? Si on a... Oui, quelqu'un va vous dire, en politique, tout est permis, mais pas jusqu'à ce niveau. Est-ce que fallait-il dire que qui est candidat des étrangers? C'est lui qui a voyagé plus à l'extérieur du pays, qui a fait moins de temps au pays. N'est-ce pas lui candidat des étrangers? Est-ce la réponse d'un candidat qui demain va pouvoir nous dire des choses sérieuses? Donc vous sentez, quand je regarde tout ça, je me dis, mais il y a un problème sérieux. Ailleurs, lorsqu'on parle campagne, on parle chiffres, on parle science, on parle de choses réelles, on parle bilan. Même le fou de Donald Trump, excusez-moi de dire fou parce que lui, en tout cas, il est disjoncté dans ses dires, mais quand il attaque son adversaire, il se met à lui dire, voilà, le PIB des États-Unis, vous l'avez trouvé comme ça. Quand vous êtes venu, il y a eu ça, il y a eu ça. Parlons criminalité aux États-Unis, vous avez trouvé un taux de pourcentage à ceci, à cela. Parlons par exemple chômage. On va vous dire, vous avez trouvé le pourcentage était par exemple à 5%. Voilà. Parlons par exemple le commerce transcontinental. Aujourd'hui, les relations, les accords signés par... Voyez le niveau du débat. Et aujourd'hui, revenez maintenant en République démocratique du Congo, prenez carrément les débats de tous ces candidats-là. Moi, je suis juste triste et je dirais déçu, parce que depuis que la campagne a commencé, je n'ai pas vu un candidat. Je vous dis tous, personne n'a su... Même Denis Songa, Denis Mukwege qui a dit qu'il va mettre fin à la guerre. Mais madame, vous savez, j'ai rigolé. J'ai dit, comment peut-on s'hasarder à dire des choses qui risquent de friser la honte? Vous dites que vous allez finir la guerre de l'Est dans 6 mois. Mais attention, attendez. Moi, je crois qu'un homme avisé peut peut-être dire que la guerre de l'Est, nous allons faire en sorte que nous puissions la finir peut-être dans un temps qu'il faut. Pas donner vraiment un temps bien précis, 6 mois. Est-ce que vous connaissez la complexité de la guerre de l'Est? La complexité. Oui, mais qu'il a un plan, non? Il a un plan au regard de tout ce qu'il y a dans l'Est de la République mais madame, du Congo. Il sait que dans son projet qu'il est en train de mettre, il est en train de concevoir, c'est un projet qui va s'étendre sur 6 mois et puis après... Et fini, 0 guerre. Vous savez, allez ailleurs, suivez leur débat des campagnes, vous allez comprendre, on pose la question. Une fois, je crois, il s'appelle encore comment, le Français aux cheveux blonds qui avait arrêté avec Lionel Jospin. Oui. On lui pose la question, on dit, ben, Lionel Jospin, le chômage, qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter le chômage en France, surtout chez les jeunes? Lionel Jospin a dit ceci, arrêter le chômage, c'est trop dire. Moi, je pense peut-être réduire. Vous voyez un homme avisé. Il s'est dit que... en termes de diminution. Voilà. Il dit que... Parce qu'il trouve que c'est impossible. Alors, impossible. Nous sommes, par exemple, en matière de sécurité. Il n'existe jamais de niveau 0 de sécurité. Ça n'existe pas. Il y aura toujours des poches de résistance. Donc, pour dire que je ne m'apitoie pas seulement sur un candidat, mais vous voyez ce que nous vivons aujourd'hui, nos politiciens ne tirent pas des leçons. Le candidat Félix Tshisekedi, l'autre fois en 2018, il avait dit qu'il va finir la guerre de l'Est. Il va mettre son QG à l'Est. Et lorsqu'il est arrivé, il a compris la complexité de la guerre. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il aura pareil discours. Vous voyez? Mais malheureusement, vous allez trouver qu'on est parfois dans certaines promesses qui frisent parfois ce que j'ai toujours dit, la démagogie politique. Au lieu de s'insulter jour et nuit, moi tout ce que je dirais, nos candidats doivent nous amener des histoires réfléchies. Et surtout, je m'attaque à toutes ces personnes qui sont autour d'eux, se déclarant des matières grises, mais lorsque elles mettent leur candidat au devant de la scène,
on ne voit pas leur travail. Monsieur Béni, vous non plus, vous n'avez pas entendu la présentation d'un certain projet de société par un candidat? Alors, il faut lire le contexte et il faut lire aussi le... Ou carrément, il fallait que ça soit fait dans le débat contradictoire. C'est là où je disais, il faut lire le cadre. Ok. Où est-ce qu'il faut parler science. Il faut faire très attention. Moi, je crois que vous avez suivi peut-être du côté Moïse Katumbi, c'est le ministre honoraire du plan, Christian Mwando Simba, qui a organisé un point de presse. Un point de presse pour présenter le projet du candidat. Du côté Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'on a fait appel aussi aux acteurs de l'Union sacrée qui ont présenté les grandes lignes de ce projet. Vous vous imaginez un Moïse Katumbi ou un Félix Tshisekedi, selon les deux candidats qui s'imposent aujourd'hui, qui arrivent par exemple, devant une foule organisée par exemple au stade Kibasa à Maliba, pour leur présenter: je vais construire une chaîne sur satellite avec des connotations biométriques où les électrons seront liés à la cathode et on va produire chaque jour. Déjà, le terme scientifique, cette taxonomie pose un problème pour la population. Et la population n'est pas... C'est ce qu'on appelle la communication politique, une matière chère au professeur Dikanga et Kazadi, et dont il met beaucoup d'importance dans le concept à utiliser lorsqu'on est devant cette foule. Et là qui vous a dit dès long terme que c'est parce qu'ils savent que la population congolaise aime ceci et non cela. Non. S'adapte à cela. Non, c'est-à-dire que quand vous suivez même les discours de ces acteurs français ou américains, c'est pas n'importe où on donne ces chiffres. Il y a des quartiers, il y a aussi des entités. Vous arrivez par exemple dans un milieu universitaire, c'est du côté Kassapa, où vous savez que vous êtes en face d'une jeunesse estudiantine, mais là vous allez déballer votre stratégie électorale avec des chiffres, avec une prévision budgétaire et tout devant les économistes. De se rallier à Moïse. Voilà, vous arrivez ici du côté Rouachi, vous leur parlez, vous savez par exemple les devises macroéconomiques, mais ils ne comprennent pas ça. Le cadre change. Mais quand vous êtes devant ces gens-là, quand ils viennent, c'est que le chef de l'État a dit: si vous me votez, je vais vous envoyer une brigade. Voilà. Est-ce que ces gens comprennent ce message du chef de l'État? Je vais envoyer une brigade parce que vous allez me lire. Or que cette brigade est censée être là. C'est le devoir de tout militaire. La protection des frontières nationales. Alors parce qu'on est en campagne et ces gens crient, l'autre aussi arrive, est-ce que et c'est ça. C'est la spécialité d'ailleurs du professeur Moulumba Tingasha Adrien qui le dit dans son ouvrage. Je crois que madame, on ne peut pas dévoiler des projets devant une masse hétérogène. Il y a des gens qui ont étudié et il y a des gens qui n'ont pas étudié et ils auront du mal. L'on joue toujours avec ce mouvement. Moi, je crois que je voulais réagir aussi sur 6 mois. Mais la guerre à l'Est, c'est quoi? Mais il faut connaître les fondamentaux, les basiques. Il faut connaître le contour et les détours de cette guerre. À tout ça. Et quand vous connaissez là où il faut frapper, parce qu'il y a des gens, quand vous frappez là-bas, et tout s'arrête. L'on peut, si l'on a toutes les informations, si l'on a toutes les stratégies, et si l'on a su élargir le champ communicationnel ou le champ informationnel, l'on peut frapper là où ça fait mal, et vous voyez des choses se retirer. Il a, le chef de l'État, Joseph Kabila sortant, a réussi là où Mouzé, avant de mourir, n'a pas su réussir. Mais monsieur Béni, si vous me permettez, moi je vous comprends. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec vous. C'est là où j'ai dit que est-ce que quand on se retrouve peut-être devant cette population, je dirais peut-être des basses classes, on doit dire n'importe quoi. Parce que c'est ce qui se constate. On ne leur... Vous avez très bien dit qu'il fallait adapter le discours. Mais adapter ces discours-là, cela veut dire donner quand même quelque chose d'intelligent du niveau de ces publics-là. Mais lorsque nous suivons nos candidats,
C'est comme si on se moquait encore plus de ces gens, on leur sert n'importe quoi. Même si les gens sont, par exemple, d'un niveau de ne pas appréhender certains discours, d'un niveau scientifique très élevé, mais servez-le quand même quelque chose de digne. Pas d'indigne, pas tel que vous l'avez souligné vous-même, hein. Vous verrez que nos candidats, c'est à peine qu'ils comprennent qu'il faut dire quelque chose de sérieux, ils sont dans les genres et après rien d'intéressant. Mais je crois que quand vous les entendez parler, hein, et du côté le chef de l'État sortant, et du côté candidat Félix Moïse Katumbi, et du côté Fayoulou, vous sentez, il y a toujours un message. Même s'ils prennent beaucoup de temps dans des futilités ou dans des mobilisations, donc il y a quand même des il y a toujours des petits messages qui lancent et c'est déjà important. Le chef de l'État l'a dit, c'était hier, il dit, je vais augmenter le salaire de militaires. Comment? C'est un message. Voilà. C'est un projet. Au moins, il l'avait dit encore avant d'être président en 2018. Il a dit c'est déjà. Voilà. L'autre arrive aussi. Je vais annuler, par exemple, la maison civile du chef de l'État. C'est une institution budgétivore. C'est un message. Donc malgré qu'on est dans ces brouhahas, qu'on est dans ces désordres, l'on lance toujours des petits messages. L'autre encore qui a dit, par exemple, je l'ai suivi, et Fayoulou et Moïse, je ne me servirai pas du salaire. C'est aussi un message. Mais monsieur Alain François, par rapport à ce que monsieur Béni Rachidi dit, quand un candidat dit ce qu'il vient de déclarer tout de suite là, ce candidat s'adresse au public présent ou à un autre candidat? En général, lorsque vous écoutez les candidats congolais, ils ne viennent pas s'adresser au public par rapport aux besoins de ces publics-là. En général, les candidats congolais viennent répondre aux autres candidats à ce qu'ils ont dit. Et pourtant, est-ce de ça dont on a besoin? Suivez par exemple, aujourd'hui, vous allez par exemple dans la province du Kasaï, qui a comme chef-lieu Chikapa. Ils ont tout un poste frontalier qu'ils ont demandé jour et nuit pour qu'on arrange la route afin que ce poste puisse fonctionner. Et vous venez, vous leur racontez des choses du genre les candidats de l'étranger. Bon, les hommes acclament, voilà, les candidats de... Est-ce que c'était ça? C'est de ça qu'ils avaient besoin. Ils avaient peut-être besoin qu'on leur dise, voilà, par rapport à cette route, nous pensons, nous estimons que voilà, c'est simple, en des termes simples et compréhensibles. Aujourd'hui, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Béni, mais le problème c'est que on sert à la population une chose du genre qui frise la démagogie politique. Et ça devient indigne de cette population-là. On ne respecte pas la population. Je vais vous dire une chose. Moi, des fois, quand j'analyse le sport dans des émissions sportives, j'ai remarqué une chose. À la Cité, il y a plus de bons analystes sportifs que nous qui sommes au micro et qui connaissent beaucoup de choses. Et dans ce public-là, dont nous croyons n'est pas bien maîtriser certaines choses, dans cette foule-là, et chez les Congolais, ils ont compris beaucoup de choses, plus que même les candidats politiciens. Pour terminer, pour chuter, par exemple, quand je parlais de la complexité de la guerre, vous savez, une guerre, quand elle commence, on ne sait pas quand elle finit. Même les États-Unis, pas semblent, mais qui sont la plus grande puissance du monde, avec la Chine bien sûr, ils sont allés en Afghanistan. 20 ans après, ont-ils fini cette guerre? Ils ont laissé l'Afghanistan. Bon, moi je crois que au-delà de tout ça, ils savent sur quoi ils bâtissent leur campagne. On verra la suite. Nous allons évoluer. Monsieur Béni Rachidi, nous parlons à présent, toujours dans le processus électoral, de la sécurisation des candidats présidents de la République. Monsieur Théodore Ngoï, qui est candidat président de la République, a déclaré sur l'une des radios de la place, c'était sur Top Congo, il a dit que les candidats présidents de la République ne sont pas sécurisés de la même manière, c'est-à-dire à égalité, tel que l'exige la loi électorale, tel que l'exige la Constitution notamment. Parce que dans la loi électorale, il est prévu que tous les candidats présidents de la République soient traités à égal, soient protégés à égal. Mais Théodore pense que, M. Théodore Ngoï,
pense que c'est plutôt le candidat numéro 20, le président de la République, Félix Tshisekedi, qui est plus sécurisé que les autres. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, la loi prévoit qu'il y ait chaque candidat 25 policiers. Ouais, ça, c'est la loi. Ouais. Et alors, ces 25 policiers sont pris en charge par l'État. Et le ministre de l'Intérieur qui a réagi sur le même média pour dire oui, mais on va vous donner le 25, mais vous devez être en mesure de leur prendre en charge. Donc c'est comme si à un certain moment il a violer les prescrits juridiques. Moi, je crois qu'on ne doit pas quand même laisser au chef de l'État 25 policiers, madame. Je crois, même si il est candidat président de la République, mais il jouit encore de ses prestiges institutionnels. Il est président de la RDC. Voilà. Et il a droit à la sécurité. Quelle sécurité? C'est la garde républicaine. Oui. Partout où il est, bien qu'il est candidat, mais l'on reconnaît en ces messieurs-là la fonction du président de la République. Le magistrat suprême. On ne peut pas l'appeler aujourd'hui président de la République sortant parce qu'il n'y a pas encore eu élection. Il est président de la République. Bien qu'il bat campagne, il peut être victime d'une agression. Rappelez-vous, en France, c'est Emmanuel Macron qui a été giflé. Ah ouais. Voilà. Emmanuel Macron a été giflé et c'est resté une gifle historique. Voilà. Et c'est humiliant d'une manière ou d'une autre. Donc le chef de l'État, bien que les 25 policiers peuvent être là dans le strict cadre de ce respect de la loi dans un contexte purement électoral, mais le chef de l'État mérite une sécurité très particulière parce que il est chef de l'État, non déplaise à quiconque. Mais l'on doit aussi disponibiliser le 25 pour chaque. On est à 26 candidats fois 25, très certainement, c'est pas aussi... Mais le vice-premier ministre de l'Intérieur a dit qu'ils ont donné des policiers aux candidats. Et maintenant, s'ils avaient des policiers, le pasteur Théodore Ngoï, le docteur Mukwege, ils sont à 3, n'allaient pas faire ces déclarations. Non, mais ils ont dit, mais le vice-premier ministre a dit que il fallait qu'ils disent la vérité. On a donné des policiers, mais certains ont retourné ces policiers pour dire que nous allons les rappeler quand nous allons débuter la campagne. Là, c'est Mouzito, les candidats Adolphe Mouzito, l'ancien premier ministre. D'autres ont dit que les policiers doivent être nourris. Il faudrait la ration alimentaire pour ces policiers. Il faudrait des véhicules. Et Peter Kazadi, le vice-premier ministre, a dit que quand on vous donne des policiers, ces policiers sont pris en charge par l'État. Ce n'est pas à vous de les nourrir, vous à qui on les... Et c'est un message contradictoire. Oui. Comment est-ce que quelqu'un va refuser 25 policiers qui sont totalement pris en charge par l'État? Est-ce que c'est logique? Même pas. Moi, je crois que dans les déclarations du ministre de l'Intérieur, il y a cette incohérence que je trouve vraiment anormale. Okay. Et je crois que les candidats vont faire des déclarations, mais ils sont à 26. L'on va apprendre dans le jour à venir. C'est aux candidats. Est-ce que, quand vous voyez là, Seth Kikouni, il y a 25 policiers. Quand vous voyez là, Denis Mukwege, donc je sais que, comme Seth Kikouni s'est rallié à Moïse Katumbi, comme Matata Pogno s'est rallié à Moïse Katumbi, comme Franck Diongo s'est rallié à Moïse Katumbi, et Moïse Katumbi lui-même, ça fait combien? Ça fait 4 candidats, fois 25, donc c'est 100 policiers. Ah non, mais non là, quand il se rallie à Moïse Katumbi, c'est Moïse Katumbi qui devient le candidat. Non, à la CENI, l'on va produire un bulletin où il y a le visage de Matata Pogno. Faites attention. Okay. Le 20 décembre, s'il y aura élection, nous verrons sous le bulletin de vote un bulletin où il y a le visage de Seth Kikouni. À la CENI, ce n'est pas dire parce que Seth Kikouni s'est rallié à Moïse Katumbi. Ils ont dit qu'ils vont porter la candidature de Moïse Katumbi. Ils vont soutenir. Mais la CENI... Oui, on l'a vu aussi. On l'a vu, c'est en 2000, je crois que c'était en 2011. En 2011, c'était qui, je crois... Non, en 2018 déjà, c'est Vital Kamerhe qui a choisi Félix Antoine Tshisekedi. Mais Vital Kamerhe lui-même était candidat.
Nous sommes allés au bureau de vote, mais il y avait même des gens qui ont voté Vital Kamerhe alors qu'il avait déjà choisi. Donc le jour de l'élection, on va nous produire un bulletin avec 26 candidats à la présidence. Okay. Ça, c'est vrai, il faut le dire aux gens. Et même quand ils sont là, donc, ils ont droit à leurs 25 policiers. Est-ce que c'est le cas? On n'a pas toutes les vérités ici parce que les 4 candidats ne l'ont pas encore dit. Non, mais le vice-premier ministre a dit qu'ils ont donné le police. Et très certainement, après que le vice-ministre l'ait dit, il faut qu'on attende aussi et que le candidat réagisse. Ce qu'il a reconnu, c'est qu'il était difficile de donner à tous ces policiers des véhicules. Là, il a reconnu. En fait, dans cette histoire de la sécurisation des candidats présidents, moi je pense que si nous commençons d'abord par les candidats Félix Tshisekedi, les gens doivent comprendre la même constitution qui voudrait à ce que chaque candidat ait une sécurité et que ça soit vraiment une sécurité égale à tout le monde. La même constitution devient aussi discriminatoire lorsqu'il s'agit du président en exercice. Le fameux article 70 qui nous dit que le président en exercice reste en fonction jusqu'à ce que notre président... Voilà, Alain François, vous allez continuer parce que vous n'avez pas encore accordé la parole. D'accord. Monsieur Béni Rachid, il devrait finir. Monsieur Béni, pour finir... pour ce moment, pas pour finir avec l'émission, oui. Pour cette question, Monsieur Théodore Ngoï, le candidat président, il avait dit sur Top Congo que Noël Tchani, après lui avoir remis des policiers, il s'est plaint comme quoi les policiers n'étaient pas nourris. C'est le revers de la médaille. Pour la simple raison, je n'ai pas toute l'information sur le candidat Noël Tchani. Jusqu'à la dernière information à ma possession, toujours à vérifier, je l'ai dit au conditionnel, il semblerait qu'il vit dans un hôtel. Conséquence, si il a dans sa charge 25 policiers, soit ils doivent être à côté de sa chambre. C'est la réalité. Si le monsieur est dans les policiers risquent même d'empêcher que les clients possible que l'autorité soit peut-être de le retourner à la police pour s'éviter aussi des problèmes, je l'ai dit, au conditionnel. Donc il y a des problèmes pareils que certains candidats courent les risques peut-être de traverser dans ce sens. Mais je crois que chaque candidat parmi les 26 a une réaction ou un mot à dire par rapport à la sortie médiatique du ministre Peter Kazadi. Je crois que tout ce que le ministre a dit n'est pas vérité et l'on ne peut pas coller la vérité aux politiciens. Il faut faire très attention. Et l'on ne peut pas entendre de ces politiciens-là dans des campagnes nous dire la vérité. Vous avez parlé de la démagogie. C'est l'hymne national des communications politiques, très particulièrement. Et surtout dans un pays comme le nôtre, où la démocratie est toujours à cette phase peut-être maternelle ou primaire, il y a lieu de revoir des concepts, mais aussi des narratifs, pour qu'à un certain moment, au moins quand même on comprend, par rapport aux élections de 2008, que j'ai eu la chance de 2006, que j'ai eu la chance de couvrir, 2011, 2018 et aujourd'hui, la population a acquis une certaine maturité. Aujourd'hui, vous ne viendrez pas avec vos sacs de farine pour dire aux gens, votez-moi. Et là, le concept, c'est quoi? Bon, comme et les gens mangent, et les gens bouffent en désordre. Parce que les gens ont quand même grandi, les gens ont évolué
dans leur manière de voir les choses. Et c'est un point positif. Alors je disais que cette constitution devient discriminatoire lorsqu'il s'agit du président en exercice, dans son fameux article 70, où le président reste en fonction jusqu'à ce qu'il y ait remise reprise. Je ne reprends pas mot à mot de la constitution, mais l'idée centrale de cet article. Donc automatiquement, tel que le disait aussi M. Béni Rachidi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a droit à une sécurité qui ne sera pas au même diapason que celle des autres. Ce sera en tout cas très différent. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça doit se passer. On ne peut pas laisser le chef de l'État marcher avec un sabre. Ouais, c'est impossible. Il y a toujours la garde républicaine qui devra l'accompagner. Maintenant, quand il s'agit d'une sécurité égale à tous les candidats présidents, là aussi on ne doit pas se voiler la face, on ne doit pas se leurrer. Disons-nous la vérité. Regardons en face ce que nous avons en République démocratique du Congo en ce qui concerne les éléments de la police nationale congolaise. Déjà, on est en sous-effectif. À Kinshasa d'abord, l'effectif de la police nationale congolaise ne parvient même pas à quadriller la ville totalement pour sécuriser cette ville. Dernièrement, le général, je crois, si ce n'est pas Silvano Kasongo, c'est Kilimba Limba qui avait dit l'autre fois qu'ils sont en sous-effectif par rapport à la lutte contre l'insécurité avec les Koulouna. Ils disaient qu'ils sont en sous-effectif. Vous allez remarquer dans la police congolaise, ces derniers temps, on a lancé des recrutements pour pouvoir encore arrondir les effectifs. Déjà, ça, c'est un problème. Et un autre problème, cette police-là, quand il s'agit au niveau des véhicules, de déplacement motorisé, c'est déjà un problème. On n'a pas assez de jeeps. Il n'y a qu'à regarder la province du Haut-Katanga. C'est là que Victor Kazadi, le vice-premier ministre, a dit que donner les véhicules, c'est ce qui est un peu... C'est humiliant pour une nation. Comment est-ce qu'une nation ne peut pas mettre à la disposition de la police des jeeps? Mais diriger, c'est prévoir. Voilà. Donc, regardez d'abord même la ville de Lubumbashi. C'est à peine qu'on a assez de jeeps pour la police. Il n'y en a pas assez. Ne nous voilons pas la face, disons-nous la vérité. Il n'y en a pas assez. Et lorsque les quelques que nous avons, nous allons les affecter aux candidats à la présidentielle. Les villes, n'oubliez pas que l'État continue. L'État continue. Ça, c'est encore un autre point. Si je dois encore ajouter, la faisabilité pose problème lorsque nous devons affecter ces éléments-là. La preuve, M. Béni a soulevé juste un exemple. Vous avez un candidat qui, par exemple, loge à l'hôtel. Comment vous faites? Et autre chose, vous avez... Voilà, si, c'est au conditionnel. C'est placé au conditionnel. Allons encore plus loin, bien que ça fait rire, mais voilà, ce sont les insolites de la campagne congolaise. Et allons encore plus loin. Vous avez un pays comme la RDC qui est tout un pays continent, très vaste, et qui est difficilement accessible dans certains coins. Comment se déplacer avec les 25 policiers? Par exemple, vous allez au fin fond de Gemena, de Aru, vous allez par exemple à Bumba, mais si la loi parle à Bouta. 25, il faut donner 25. Oui, mais je ne refuse pas, je suis d'accord. Comment se déplacer avec les 25 policiers? C'est déjà un problème difficile parce que déjà des candidats mettent à leur disposition de mobilité, ils ont leur jet privé. Et vous allez dans les Sankourou où par exemple il faut traverser sur un bac. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Sankourou, vous prenez les bacs pour atteindre l'Odja, Katakokombe, l'Omela, c'est très compliqué. Donc vous voyez, réunis, tous ces éléments réunis, il y a déjà un problème de faisabilité. Il y a encore un autre point que M. Béni a soulevé, mais c'est vrai, il faut aussi souligner, le dire clairement, lorsqu'un candidat désiste à la campagne présidentielle, il perd automatiquement. Ça, il faut le souligner. Bien qu'au niveau de la CENI, on lui reconnaît cela parce que la CENI a déjà imprimé les bulletins, ça reste ainsi, mais quant à la campagne, quant à ce que doit fournir le gouvernement, on ne fournit plus. Tout simplement parce que le candidat lui-même s'est prononcé et il s'est désisté, il perd tout ce qu'il y a comme avantage en tant que candidat président. Automatiquement, Moïse ne pourra pas, dans sa suite, avoir plus de 100 policiers. Tout simplement, le reste se sont alignés derrière lui. Dans cette histoire de sécurisation, déjà la RDC, nous avons un problème. Nous avons assez de candidats. Dans d'autres pays, vous en retrouvez, si c'est trop, c'est 5. Pour la présidence. Pour la présidence, 5,
3, 2, et c'est comme ça. Mais chez nous, nous 26. En avons déjà 26. Et vous faites comment avec les 26? Et il y a même d'autres candidats, ils sont dans des provinces. Et il faut aller voir quel genre de province nous avons créé. Une province, par exemple, du Bas-Ouélé, qui, lorsque vous regardez même les bâtiments du gouvernorat, vous fait dire que c'est une maison à louer d'un particulier. Et cette province-là, si elle a un candidat qui vit là-bas, parce que prenons le cas de Moïse Katumbi, lui vit dans le Haut-Katanga, qui est à Lubumbashi, où il y a peut-être, pas peut-être, mais c'est une grande ville. Mais les candidats qui viennent des provinces peut-être éloignées, des provinces sans moyens, que vont-ils faire? Donc aujourd'hui, moi je crois que cette histoire de la sécurisation, oui, la Constitution prévoit, mais la faisabilité aujourd'hui pose problème parce que nous n'en avons pas les moyens, c'est très compliqué, rien n'a été prévu, rien n'a été arrangé pour que cela soit fait. Tel que le disait M. Beni Rachidi, diriger c'est prévoir. Aujourd'hui, on n'a pas prévu cela, sachant que quelque part ça allait nous rattraper. Ça nous rattrape, c'est très difficile, alors très compliqué. Et c'est ce qui fait que les candidats président de la République, M. Beni, aucun d'entre eux n'est arrivé dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. La société civile se plaint. Aucun candidat n'a piétiné depuis déjà 10 jours, plus ou moins 10 jours, lancement de la campagne. Est-ce que c'est par rapport à cette faisabilité dont Alain François a parlé? Alors moi, je oui, crois ils ont peur de... moi, je crois qu'ils ne seront pas partout. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des partis politiques qui doivent être à caractère national? C'est-à-dire, le parti politique doit réussir à s'implanter dans tous les coins du pays. C'est-à-dire, l'on doit avoir une représentation, par exemple, du parti politique UDPS. Si on est dans le Katanga, on doit avoir une représentation à Muitobwe. Muitobwe, par exemple, oui, c'est à quelques kilomètres de la base Kamina. L'on doit avoir une représentation, par exemple, à Lukulwe. L'on doit avoir une représentation à Salamabila. L'on doit avoir, par exemple, une représentation à Mukamba, c'est dans le Kasaï. Mais demandez que Félix Antoine Tshisekedi arrive à Lubumbashi, qu'il aille à Kawama, qu'il aille à Tumbwe, qu'il aille à 50 km, à 57, qu'il aille à Luambo, mais c'est méchant quand même. Donc, c'est-à-dire, au niveau de l'antenne UDPS de Lubumbashi, l'autorité morale ou le président du parti qui est arrivé à Lubumbashi, mais ici on donne des injonctions où on fait accompagner une petite équipe pour aller à Luambo, pour aller par exemple à Fungurume, mais lui-même peut dire non, comme je suis à Lubumbashi, je peux me rendre aussi à Tenke, il va à Tenke, mais ne lui demandez pas aussi d'aller par exemple à Katakokombe. Donc ce sont j'ai quand même vu Moïse Katumbi qui est allé jusqu'à Idjoui. Ouais. C'est une stratégie électorale parce qu'à Idjoui, depuis que cette contrée existe, il n'y a jamais eu un candidat président ou un président de la République s'y rendre. Donc, nos amis des Lubero doivent s'attendre, par exemple, à l'équipe ensemble du Nord Kivu aller battre campagne juste de l'autre côté. Nos amis, par exemple, de Kibombo ou Kabambare doivent attendre, par exemple, l'équipe UDPS Maniema aller de l'autre côté pour battre campagne pour le compte du candidat UDPS. C'est de cette manière-là. Sinon, vous voyez déjà le président de la République lui-même. Après cette tournée, quand vous regardez, ne fût-ce que son visage, vous sentez que l'homme est fatigué. Ouais, c'était rassemblé. Parce qu'il a beaucoup circulé. Je n'ai même pas vu à ses côtés ces gens qui sont à ses côtés prendre même parole. Le chef de l'État est là, mais que le gouverneur parle du début jusqu'à la fin. Lui-même est obligé de parler parce que le gouverneur n'est pas candidat. Vous voyez, j'ai fini par Moïse Katumbi. Avez-vous vu sa voix? Avez-vous entendu sa voix? C'est comme un pasteur. Donc tellement qu'il a crié. Voilà, c'est la réalité. Nous allons conclure, nous allons terminer par cette question. Nous allons terminer par cette question. Le cardinal Ambongo, vous savez ce qu'il a dit. Il a appelé les jeunes de la paroisse, de l'église catholique, d'être vigilants. Au cours de ce processus électoral, le cardinal Ambongo a dit qu'il n'y a pas de preuve du côté de la CENI que les élections vont s'organiser le 20 décembre. Et même si ces élections se tenaient, il n'y a pas non plus de certitude qu'elles vont se dérouler dans les meilleures conditions de transparence. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a réagi
par rapport à cette déclaration du cardinal Fridolin Ambongo. La version du cardinal contre le processus électoral interpelle sur la neutralité des observateurs électoraux de la SENCO. Les positions publiques des dirigeants de l'Église trahissent leur neutralité et l'objectivité, laisser le peuple se choisir librement. Ces dirigeants, c'était sur son compte X. Comment vous trouvez cette... on peut dire comme certains qui qualifient cela des jeux de ping-pong. Comment vous trouvez cela? Moi, je crois que l'on ne peut pas aujourd'hui offusquer à l'Église catholique sa liberté d'expression. Vu que c'est un groupe de pour la simple raison, ils parlent, eux, d'une mission sociale de l'Église. Okay. En tant que tels, ils sont des Congolais, ces prélats. Et ils ont de prérequis électoraux. En 2018, il y a eu un candidat élu président de la République et qui a prêté serment le 24 janvier 2018. Aujourd'hui, il y a des déclarations par-ci par-là. C'est John Numbi qui fait des déclarations qu'il n'y a pas eu élection. Corneille Nangaa. Alors, on veut donner l'impression que cette élection n'a pas respecté sa finalité en termes des candidats choisis. On se réfère ou on analyse en rapport avec ce qui est dit aujourd'hui. Les sorties médiatiques du président de la CENI, il faut faire très attention. Les sorties médiatiques de Martin Fayulu qui réclamait même la vérité des urnes, cela nous permet de comprendre que la sortie médiatique de Ambongo, Senko et toute son équipe, l'on ne veut pas peut-être, s'il y a eu un trucage, que l'action de 2018 ne se répète pas. Donc, le ministre Peter Kazadi est aussi dans son rôle de protection du régime. C'est lui d'ailleurs l'organisateur idéologique, politique des élections. Dans tout pays normal, c'est le ministère de l'Intérieur et Affaires coutumières qui organise des élections. Mais parce que l'on sait que le pays est ce qu'il est à l'heure actuelle, l'on préfère encore qu'il y ait une CENI institutionnelle indépendante qui organise cette élection. Alors, la sortie du cardinal Ambongo, c'est une sortie normale. Et l'on est dans les avertissements, une préparation morale, une préparation physique des élections pour que la victoire ne soit pas volée. Il faut qu'il y ait encore une étude pour vérifier de 2006 à 2018 s'il y a eu bien sûr vol des élections, mais la thèse du professeur Jeff Chitamba apporte des informations très calées et très détaillé sur le processus électoral depuis le début jusqu'à ce jour. Donc je ne condamne pas le cardinal Ambongo qui a réagi normalement dans son rôle, et même pas Peter Kazadi qui est dans son rôle de protection. Mais sur le plan moral, Peter Kazadi ne devrait pas dire ça. Pour la simple raison que le cardinal Ambongo, il est le gestionnaire ou l'animateur numéro 1 de toute cette grande église catholique. Il est vu comme le représentant légal au niveau catholique local, c'est la RDC. Il est vu comme le représentant du pape. Donc quand vous vous attaquez à une personnalité pareille, alors que le chef de l'État est censé recourir, et alors que le chef de l'État a aussi besoin des catholiques qui doivent aussi figurer sous la liste de ses électeurs, je crois que Peter Kazadi a aussi intentionnellement ou indirectement rendu un mauvais service au chef de l'État. Parce que s'attaquer à Ambongo, c'est blesser surtout ces fidèles catholiques qui voient en lui un leader, un manager, un acteur social
hors du commun. Ça, c'est la parole de M. Béni Rachidi. M. Alain François, on va y aller rapidement. On doit finir. Moi, personnellement, je dirais que je suis seulement triste de voir que c'est ce que j'appelais tantôt la crème intellectuelle congolaise qui nous sort des jouxtes verbales peut-être trop enfantines. Moi, je trouve ça pas propre pour les deux camps. Parce que j'ai trouvé que Peter Kazadi est allé aussi de ses mots sans pouvoir regarder les rangs. Et les Cambodgiens l'a traité d'un enfant de la rue, des réactions et quand on sent ça, je suis triste de le voir jouer à ça. C'est comme si des enfants qui jouent à la baballe. Pendant une campagne électorale. On avait besoin de gens qui se respectaient, qui pouvaient dire des choses bien. Mais au-delà de tout ça, et quelque part aussi, je crois que le cardinal dit des choses vraies, mais il doit choisir les mots qui ne doivent pas créer la psychose. Vous savez, quand vous sentez le cardinal, on a vu des prélats catholiques être contre... Il y aurait risque de désordre. Voilà, lui en tout cas, vous sentez que ces mots peuvent créer la psychose. Et moi, et aujourd'hui, vous allez voir que quand vous écoutez Cholet vous dit, il est contre certaines choses, mais avec des mots qui sont modérés, mais il est clair, il n'est pas ambigu dans son langage, mais avec des mots qui vraiment vous sentez que c'est posé. Et aujourd'hui, on sent même que si vous les écoutez les deux, c'est comme s'ils sont en contradiction. Et pourtant, ils ne sont pas en contradiction. L'un utilise les mots qu'il faut, l'autre vraiment, il est fort dans ce sens-là. De manière crue. Bon, pour conclure, moi je dirais tout simplement que je crois que Peter Kazadi doit comprendre qu'il est un dignitaire de haut rang au niveau du gouvernement. Il doit choisir ses mots. C'est pas important de pouvoir dire tout ce qu'il dit là. Et Ambongo aussi, qu'est-ce qu'ils veulent au finish? Que les gens s'entretuent et après eux qu'ils restent, parce que eux ils sont sécurisés quand même. Ambongo est sécurisé, Peter Kazadi est sécurisé. La population qui attend cela, qui n'oublie pas, le président Tshisekedi a besoin des fidèles catholiques comme électeurs. Mais Ambongo qui n'oublie pas aussi que dans l'église catholique aussi, qu'il y a des fidèles qui sont pro-Tshisekedi, qui ne sont pas aussi contents, qui peuvent quitter aussi son église pour aller autre part. Donc les deux camps doivent balancer et comprendre que c'est pas bon. Nous sommes arrivés à la fin, messieurs et dames. Merci d'avoir suivi ce numéro de décryptage. Nous avons traité de la question en rapport toujours avec l'évolution du processus électoral comme c'était la fois dernière. Mais aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur le déroulement de la campagne électorale, la sécurisation des candidats présidents de la République, la déclaration du cardinal Fridolin Ambongo et la réaction du vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Et pour traiter de cette question, de l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, j'étais avec monsieur Alain François Tshiswaka. Je lui dis merci d'être venu. Merci Lorraine Ilunga, merci à monsieur Béni Rachidi, toujours très fier de l'avoir sur ce plateau-là. Un très beau débat et merci à vos téléspectateurs. Voilà, j'ai été également avec monsieur Béni Rachidi, comme l'a dit Alain François. Monsieur Béni Rachidi, nous vous disons merci d'être venu. Merci à Alain François, merci madame pour l'invitation, surtout si Shalom Télévision était candidat à la présidence, j'allais choisir Shalom comme mon candidat préféré. Encore une fois, merci à vous fidèles téléspectateurs et fidèles auditeurs d'avoir suivi ce numéro de décryptage. Au revoir et à la prochaine.